Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, et bienvenue sur le live de microbiologie. On va donc aujourd'hui faire le cours d'introduction sur la virologie, et puis ensuite on va faire le cours sur la grippe. Et ça marche plus? Ça marche encore? Ok, merci beaucoup. On va voir ensemble tout ça, et puis après on aura quelques QCM à vous faire, et qu'on fera avec vous. Et voilà, donc ça c'est pour le plan d'aujourd'hui. Et puis avant ça, on va quand même vous parler un petit peu de la matière et de l'organisation pour ce semestre. Je vais laisser la parole à Manon. J'attends juste que vous ayez. Oui, ça marche. J'ai trop l'impression que ça marche pas. Donc j'attends juste que vous ayez le diapo et après on commence. Ok, je peux passer. Ouais. En plus, c'est que c'est bancal, du coup. Ok. Donc, normalement, ça, vous l'avez déjà sur le forum dans la présentation de la matière, mais je vous le refais un petit peu ici. Donc, il y a 3 cours de virologie. Donc, un sur le cycle de réplication avec le VIH, un autre sur la grippe et le dernier sur l'herpès virus. Donc, normalement, le premier, vous l'avez déjà eu en vidéo. Là, on fait le deuxième aujourd'hui qui comprend aussi l'introduction. Et le dernier, je vous sors une fiche rapidement. Ensuite, donc ces 3 cours-là, en fait, ils sont faits par le professeur Jordan Ngo et le professeur Doglio. Ensuite, on a un cours de parasitologie sur le paludisme qui sera réalisé par le professeur Pomares. Et après 3 cours sur la bactériologie, donc un sur la structure, la classification, un autre sur les modes d'action des principaux antibiotiques et enfin sur les modes d'évaluation de l'activité antibactérienne. Et ça, ce sera fait par le professeur Rumi. Mais bon, voilà, je ne vais pas rester 30 ans dessus. Ça, vous l'avez sur le forum. Donc ça aussi, c'est juste pour vous dire un peu comment sont réparties les heures, mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne collait pas forcément avec le programme qui vous a été donné par la fac. Du coup, il y aura 4 heures en présentiel, 2 de bactériaux. Donc ça, en fait, ce n'est pas le 13 ou 14 février sur votre planning. Il me semble que c'était le 20, c'est ça? Exactement, le 20 février, ouais. Et après 1 heure de viro, ça c'est toujours le 28, 1 heure de parasitologie qui sera le 28, et il y a 3 heures en distanciel qui seront sous forme de vidéo sur Moodle, et normalement vous y avez déjà accès, je crois. Yes. Voilà. Donc là, maintenant, on va commencer par l'introduction. Par là. Là, je vous fais un petit peu juste vite fait le plan de l'introduction. Donc, on va d'abord faire les définitions principales, puis je vous parlerai du cycle viral en général, et enfin de l'histoire naturelle de l'infection avec des généralités, les portes d'entrée et la diffusion locale. Donc, d'abord, les définitions. Le virus, c'est un parasite strict. Ça veut dire qu'en fait, il a besoin absolument d'infecter une cellule pour pouvoir assurer sa multiplication. Sinon, s'il infecte pas de cellules, il ne peut pas se répliquer et il n'y a pas de nouveau virus qui se forme et voilà, il n'y a pas d'infection. La particule virale, c'est la forme de transport du génome viral hors de la cellule infectée. Donc cette particule virale, en fait, c'est un assemblage ordonné de protéines, d'acides nucléiques et de macromolécules comme les lipides, les sucres complexes. Le diamètre de cette particule virale va varier de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Pardon, j'allais faire une bêtise. Oh, pourquoi ça passe? Ah, ok. Donc, de nanomètres, et donc ça en fait des agents infectieux qui sont filtrables. Alors ça, c'est juste un petit point pour comprendre ce que c'est qu'un agent infectieux qui est filtrable. C'est pas dit par la prof et c'est pas forcément à retenir, mais c'est juste pour vous, pour que vous compreniez. En gros, un agent infectieux filtrable, c'est une particule infectieuse qui est capable de passer en fait à travers les pores d'un filtre qui a des pores qui font de 0,5 à 0,1 micromètre. C'est ce qu'on appelle le filtre de Chamberlain. Je ne sais pas comment on dit. Mais en gros, il a été mis au point au 19e siècle pour filtrer les microbes de l'eau de boisson et pour lutter contre la propagation de la fièvre typhoïde. Mais voilà, ça c'est juste un petit point historique pour comprendre ce que c'est.
Les bactéries, par exemple, elles, c'est des agents infectieux qui sont non filtrables. Donc, on observe une large diversité d'organisation de la particule virale, que ce soit au niveau du génome. Donc, il y a des virus à ARN, des virus à ADN, et même dans les différents, en fait, il peut y avoir des polarités positives ou négatives. Ça, on reverra ça dans les différents cours, en fait, sur le VIH ou la grippe. Vous l'avez déjà eu dans le VIH. Ensuite, on va avoir aussi la capside ou nucléocapside. Donc, la petite différence entre capside et nucléocapside, c'est que la capside, c'est vraiment ce qui va entourer en fait le génome du virus, et la nucléocapside, c'est l'ensemble de la capside et du génome. Voilà, ça c'est juste pour faire la différence entre les deux. Il y a différentes formes de capside. Et enfin, l'enveloppe, en fait, il y a des virus qui sont nus, donc ils n'ont pas d'enveloppe, et il y a des virus qui sont avec une enveloppe, à savoir que... pourquoi j'arrive pas à savoir que en fait, les virus qui sont enveloppés, ils vont être, ça va leur conférer un avantage pour rentrer dans les cellules parce qu'ils vont pouvoir rentrer par fusion membranaire, mais ça les fragilise parce que ça les rend plus sensibles à l'environnement, aux détergents, au pH par exemple, alors que les autres virus qui sont nus, ils ont une structure qui fait qu'ils sont plus résistants à ces choses-là. Enfin, la classification des virus ou des particules virales, ça va se faire sur ces généralités, en fait, sur ces éléments de structure des virus qu'on vient de voir. Donc, ça peut être leur génome, l'enveloppe, la symétrie et l'organisation de leur capside. Donc, maintenant, je vais vous parler vite fait du cycle viral. Donc, le cycle viral, il permet au virus de fabriquer les constituants, donc les protéines, les acides nucléiques, qui sont nécessaires pour qu'ils se multiplient et pour qu'on produise de nouveaux virions. Donc, ça veut dire, qui dit cycle cellulaire dit qu'au départ, on a une particule virale qui est mature, qui est dans le milieu extérieur, qui va infecter une cellule cible. Ensuite, on va avoir tout plein d'étapes intracellulaires qui font que, in fine, on retrouvera une particule virale mature qui sera identique à celle de départ. Et ce cycle-là permet la diffusion de l'infection. Donc, quelles sont les principales étapes du cycle viral? On a d'abord l'entrée du virus dans la cellule cible qui se fait soit par adsorption, soit par fusion. Ensuite, on a la décapsidation, ça veut dire qu'on va libérer le génome, l'ADN ou l'ARN du virus directement dans la cellule pour que puisse se faire la synthèse des protéines du génome. Enfin, on a l'assemblage, donc encapsidation, on reforme de nouvelles particules virales qui vont être libérées dans le milieu extérieur. Donc, soit après la lyse de la cellule, pardon. Donc là, c'est ce qu'on appelle un cycle lytique. Soit, en fait, la particule virale va être produite de manière constitutive par la cellule infectée et libérée à partir de bourgeonnements membranaires. Et ça, c'est un cycle qui est non lytique. Donc, passons à l'histoire naturelle de l'infection. Donc, l'histoire naturelle d'une infection décrit les modalités de la diffusion du virus dans l'organisme et aborde ses conséquences pathologiques. Toute infection initiale d'un individu commence par l'infection initiale par un inoculum viral, c'est-à-dire par une quantité de virus. Et la taille de l'inoculum va fortement influencer la physiopathologie de l'infection. Après, donc, toutes les infections virales vont commencer par une phase de réplication active du virus, c'est ce qu'on appelle la phase aiguë. Puis, quand on rencontre un virus pour la première fois, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. La protection immunitaire pendant les quelques premiers jours va être uniquement assurée par la réponse antivirale innée. Donc ça, la différence entre innée et adaptative, vous la verrez dans le cours sur l'herpès virus, c'est très bien détaillé. Donc, en gros, on va avoir une inflammation qui est suivie d'une succession d'étapes immunitaires. Et cette réponse antivirale innée peut être très efficace pour contrôler la propagation initiale du virus. Après 1 à 2 semaines,
l'organisme va produire de nouveaux outils immunitaires qui sont adaptés pour agir spécifiquement contre le virus concerné. Ça, c'est ce qu'on appelle la réponse immune adaptative. Donc, on va créer des anticorps, des lymphocytes T cytotoxiques qui vont vraiment agir spécifiquement sur l'antigène du virus qui infecte l'hôte. La mise en place de cette réponse immunitaire adaptative, elle permet dans la majorité des cas de résoudre totalement l'infection. Dans ce cas-là, l'individu est guéri. Mais dans certains cas, il peut en fait se dérouler un équilibre, un équilibre à long terme entre la réponse immune et la réplication du virus. Non, pardon. Oui, attends, non, c'est bon. Donc en fait, oui, donc en gros, soit après le virus, il peut rester dans le corps parce que justement, en fait, cette réponse immune adaptative n'a pas été assez, je sais pas, j'ai pas le mot. Elle n'a pas été assez, voilà, merci, efficace et totale pour éradiquer complètement le virus de l'organisme. Et là, on a une infection qui est persistante. Dans ce cas-là, il y a deux points. Il y a deux points de figure, il y a deux choses qu'on peut voir. C'est soit on a une infection qui est fulminante, donc c'est-à-dire que le virus continue à se propager activement dans les cellules, et là, l'aggravation peut devenir létale. C'est le cas de la grippe, des hépatites virales, par exemple. Ou alors, il peut s'établir un équilibre à long terme entre la réponse immunitaire et la réplication virale à long terme. Là encore, on a deux options. Soit on a une réplication permanente du virus dans l'organisme, mais à des niveaux contrôlés. C'est ce qu'on appelle la persistance. Et c'est le cas du VIH. Et dans ce cas-là, l'infection, en fait... Désolé, il y a un hélicoptère. Je ne sais pas si vous entendez toujours ou pas. Il y a l'hélicoptère de l'hôpital là qui est en train de décoller. Je ne sais pas si ça fait beaucoup d'effet. Vous entendez toujours bien ou pas? Ah bon. Ok, bon, super. Donc, dans le cas du VIH, en fait, la production permanente du virus va épuiser l'organisme et va favoriser l'apparition de maladies dégénératives ou tumorales. Ça, c'est ce que vous avez vu dans le cours sur le VIH. Le deuxième cas, c'est qu'on peut avoir un virus qui se maintient caché dans l'organisme pendant de longues périodes et devient invisible pour l'immunité. Ça, c'est la phase de latence. On va avoir des réactivations sporadiques, donc dire de temps en temps, qui assurent la multiplication du virus. Donc ça, c'est typiquement le cas des herpès virus que vous verrez dans le cours qui est dédié à ça. Et ça, du coup, c'est vraiment spécifique à ces virus-là. Ah oui, un truc qui est important à savoir, c'est que la multiplication du virus dans l'organisme n'est pas systématiquement associée à une symptomatologie clinique. J'ai oublié un i, je vois ça. Mais on peut avoir par exemple des infections qui sont asymptomatiques. C'est carrément le cas, par exemple, quand on a le Covid, parfois on n'a pas de symptômes. Donc là, c'est ça. En fait, c'est expliqué par le fait qu'il y a des mécanismes de tolérance qui se mettent en place et qui permettent au virus de pouvoir se multiplier sans syndrome associé, c'est-à-dire sans fièvre, sans inflammation, sans douleur. Et on voit ça notamment pour les virus des hépatites. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les portes d'entrée des virus. Donc, juste pour rappel, le virus, c'est un parasite strict, donc il a besoin d'infecter une cellule vivante pour se multiplier. Ça, c'est super important de le savoir. De ce fait, les muqueuses, qui sont des cellules vivantes qui sont directement exposées à l'environnement, représentent les principales portes d'entrée des infections virales. L'épiderme, quant à lui, il est recouvert à sa surface de cellules mortes kératinisées et ça ne permet pas au virus d'infecter l'organisme, sauf si on a une abrasion, des coupures, des piqûres, des morsures par les animaux ou des intrusions iatrogènes, par exemple s'il y a des greffes ou à cause de la toxicomanie, par exemple. Et là, dans ce cas-là, le virus pourra rentrer par l'épiderme. Il faut savoir que certains virus ont de multiples portes d'entrée, par exemple l'herpès virus, alors que d'autres vont avoir qu'une seule porte d'entrée, par exemple le virus de la grippe ou en général les virus qui sont respiratoires. Ça dépend de très nombreux facteurs qui sont soit liés aux spécificités propres de chaque virus, sa stabilité, son mode de production, les réservoirs animaux, le tropisme cellulaire, ou liés à l'hôte et à son mode de vie.
Donc, enfin, pour terminer cette partie sur l'introduction, on va parler de la diffusion locale et généralisée de l'infection. Une fois que la porte d'entrée a été franchie, donc par exemple que la muqueuse a été infectée, ou après intrusion par effraction cutanée pour l'infection des tissus sous-épithéliaux ou majoritairement l'infection des cellules sanguines, soit l'infection reste localisée au site d'infection. Dans ce cas-là, l'organe cible, c'est la porte d'entrée. Et ça, c'est par exemple le cas des infections respiratoires comme la grippe. Dans ce cas, donc l'expression clinique est rapide et suit de très près l'infection. Dans les 24 à 36 heures, on a les symptômes qui commencent à apparaître. Ou alors, l'infection peut se généraliser à distance et diffuser dans l'organisme pour atteindre d'autres tissus qui seront le siège de la pathologie principale. Dans ce cas-là, l'expression clinique est retardée à quelques jours ou quelques semaines en fonction des virus. Par exemple, le poliovirus va infecter au travers de la muqueuse intestinale, va diffuser dans le sang, puis va atteindre le tissu nerveux pour provoquer la poliomyélite. Voilà, ça c'est terminé sur l'introduction. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie déjà? Ah oui, pardon, il y avait une question. Mais même asymptomatique, le virus finit par être éliminé. Oui, du coup, je réponds à Maëva. Oui, même si l'infection est asymptomatique, le virus va quand même être éliminé du corps parce que le système immunitaire, il voit quand même le virus. Et même s'il y a ces mécanismes qui se mettent en place pour qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait pas en fait ces syndromes, il y a quand même une bataille, on va dire, entre le virus et le système immunitaire et il finira quand même par l'éliminer. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie? De rien. Cool. N'hésitez pas à poser les questions maintenant. Hein, ouais, après, vous pouvez même activer votre micro, je pense que ça marche. Ouais, et nous, on répond. Et puis, voilà. Sinon, après, voilà, dans le cas du VIH, du coup... on considère qu'il finit par être éliminé. Alors, hop. Le VIH, vu qu'il mute beaucoup. Alors, en fait, dans le cas du VIH, on a vu, il y avait un diagramme. Je ne sais pas si je peux revenir au diagramme. Hop. Ou alors, je ne sais pas si je plus les flèches. Ah, non. Merci, c'est super. Cool. OK. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs cas de figure. On va les reprendre et comme ça passe, c'est que dès que le virus il arrive dans l'organisme, il va faire ce qui se passe une phase aiguë. Donc, ça va être une réplication du virus. Cette réplication du virus, elle n'est pas forcément associée à des symptômes. Les symptômes, c'est par exemple, j'ai le nez qui coule, je suis malade, enfin voilà. Les symptômes de la grippe classique, j'ai la température qui monte, etc. Donc, il y a la réponse antivirale innée, qui est rapide, qui dure quelques jours. Et ensuite, il y a la réponse immune adaptative, qui arrive au bout de 1 à 2 semaines. Et en fait, cette réponse immune adaptative, elle va permettre de soit résoudre l'infection, comme on a vu, c'est-à-dire qu'elle va soigner complètement l'individu, soit elle ne va pas être capable de résoudre l'infection. Et du coup, on va avoir une infection persistante. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Donc, soit l'infection, elle est trop intense pour l'organisme et il n'est pas du tout capable de s'en sortir. Et donc là, le virus, il va se répliquer. Et en faisant ça, il va détruire les tissus autour ou alors il va causer le problème qu'il cause dans l'organisme. Ça dépend de chaque virus et de chaque infection. Et donc là, on a une infection fulminante. Et là, ça peut être létal. Donc létal, c'est mortel, ça peut tuer. Soit ça, soit donc un équilibre entre la réponse immunitaire et la réplication virale à long terme. Et donc, soit on a l'équilibre qui se fait dans le cas du VIH, c'est-à-dire que tu as l'augmentation un petit peu du virus qui arrive, et puis ensuite, tu as l'augmentation de la réponse immunitaire qui en découle, et du coup, ça rediminue. Puis ensuite, tu as une rephase avec des phases où il y a l'augmentation du virus qui arrive, et puis des augmentations du système immunitaire qui viennent contrer ça. Et donc, en fait, ça va épuiser le système immunitaire à long terme. C'est pour ça que les gens qui sont infectés au VIH, ils sont immunodéficients. Et donc, c'est le cas du VIH. Dans le cas de l'herpès virus, c'est aussi un équilibre qu'il y a entre le système immunitaire et la réplication virale. C'est juste que le système immunitaire, il n'est pas capable de détecter l'herpès virus, en fait. Le virus, il est caché au système immunitaire. Et du coup, ça fait que l'herpès virus, il n'est pas éliminé, il est caché dans l'organisme. Et on voit que ça va donner des phases de latence. Donc, cliniquement, ça veut dire que pendant des années et des années, on est infecté par ce virus sans avoir de signes cliniques, sans avoir quoi que ce soit qui révèle le fait qu'on est infecté par ce virus. Et voilà. Donc, ensuite, il y aura des réactivations sporadiques du virus.
qui peuvent être dues à plusieurs choses. On verra ça sur le cours sur la peste, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. On le garde pour plus tard. Je rajoute juste un truc pour le VIH. En gros, le VIH, le problème qui va être, c'est que on va avoir une attaque du virus, enfin le virus va attaquer le système immunitaire et on va avoir petit à petit une diminution des lymphocytes T CD4, ce qui fait que les gens ils sont plus à même d'attraper des maladies, enfin tout type de maladies, mais en fait le virus il reste vraiment dans le corps, il va épuiser le système immunitaire et en gros en fait si on n'est pas traité contre le VIH, le virus finit par tuer la personne. Voilà. Je ne sais pas si on a bien répondu, je pense. Non, il n'est pas éliminé au final. C'est vraiment une infection persistante. Super. Bon. Du coup, on va passer au cours sur la grippe. On repasse là-dessus. Voilà, donc je vous fais le plan. Donc, c'est pas moi qui vais tout faire. Je vais pas vous présenter tout. Je passerai un peu la parole à mon co-tut après. Je commence. Et voilà. Donc là, voici le programme du cours sur la grippe. D'abord, on va parler de la carte d'identité du virus. Ça, c'est moi qui vais vous le présenter. Ensuite, on verra la composition des vaccins antigrippaux, puis les particularités des virus influenza, le réservoir animal pour le type A, les variabilités des virus pour les types A et B. On parlera ensuite des épidémies et pandémies grippales et on finira par une petite conclusion. Donc, la carte d'identité du virus de la grippe. Donc ça, c'est un joli schéma du virus de la grippe que vous retrouverez dans le cours. Donc, je vais vous détailler un petit peu comment il est fait. Donc, d'abord, il faut bien savoir que le virus de la grippe, il fait partie de la famille des Orthomyxoviridae. Son genre, c'est influenza virus. Et les types, on a des virus influenza de type A, de type B. Donc ça, ces deux-là, ils sont responsables de la grippe. Et de type C, il n'est pas du tout responsable de la grippe, c'est celui qui est responsable des rhinites. Donc, maintenant, la structure vraiment de ce virus, c'est un virus qui est enveloppé. On a donc une enveloppe phospholipidique sur lesquelles sont ancrées des glycoprotéines. On a d'abord l'hémagglutinine qui est en bleu. Donc, on a, alors là, il y a marqué HA de 1 à 16. En réalité, il y a 18 sous-types d'hémagglutinine, mais il n'y en a que 16 qui sont retrouvés chez les oiseaux. Cette hémagglutinine, elle permet l'attachement du virus à la cellule cible. Une deuxième glycoprotéine qui est présente à la surface, c'est la neuraminidase, qui est en vert. Et elle permet le détachement du virus de la cellule cible. De mémoire, il y a 11 sous-types de neuraminidase. Ensuite, la capside, elle est hélicoïdale, donc ça, c'est sa forme. On a donc ces petits bâtons noirs là, avec les petites boules. Donc, la capside hélicoïdale, elle est formée de nucléoprotéines, c'est toutes les boules noires, qui sont associées au polymérase, c'est les trois petites boules colorées. Et enfin, le génome de la grippe, c'est un ARN de polarité négative qui est segmenté. Il y a 8 fragments d'ARN en général, mais il n'y en a que 7 pour le C. Et ça, c'est les petits traits bleus qu'il y a autour des nucléoprotéines. Donc, ça, c'est... Donc là, on a la nomenclature. En fait, il y a une manière de nommer les virus influenza. Donc ça, c'est vraiment la nomenclature. Donc en A, on a le type antigénique parce que c'est un virus influenza de type A. Sydney en bleu, c'est l'origine géographique. En gros, c'est l'endroit où on a eu la première personne infectée par un virus influenza de type A. Enfin, en tout cas, celui-là, il habitait à Sydney. 5, c'est le numéro de la souche. 93, donc c'est l'année du premier isolement, donc c'est l'année où on a retrouvé ce virus-là. Et H1N1, c'est le sous-type. Parce qu'il faut savoir que les virus influenza de type A sont caractérisés par des sous-types. Donc on a H1N1, H3N2, il y en a plusieurs en fait. Et ça, c'est vraiment particulier au virus influenza de type A.
parce qu'on voit en dessous, on a la nomenclature des virus de type B. Donc on a tout, on retrouve pareil en fait le type antigénique, l'origine géographique, le numéro de la souche et l'année du premier isolement, mais on n'a pas ce fameux sous-type qui est vraiment particulier pour le type A. Voilà, donc je passe la parole à Anthony. Merci. Alors, j'espère que c'était cool, que ça vous a plu. Si vous avez des questions déjà sur ça, n'hésitez pas à les poster. On va les lire en même temps et puis on répondra aussi au fur et à mesure. Hein, c'est bien. Donc, on va voir ensemble la composition des vaccins anti-grippaux. Donc, pour comprendre la composition des vaccins, c'est vraiment important de comprendre les trois types de virus. Donc, je vais reprendre déjà les trois types de virus de la grippe influenza. Donc, il y a le virus de type A, le virus de type B et le virus de type C. Ouais, tu as raison. Hop, hop, hop. Vous m'entendez là ou pas? Et là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Bof. Bof. Ok, on est en train d'essayer de régler ça. Dès que vous m'entendez bien, vous me dites. Et là, vous m'entendez bien ou pas? Toujours très bas, très de loin? Oui, c'est bon? Ah, cool. Merci. Je touche plus. Bon, je touche plus à rien. C'est promis. Donc, je disais, il y a les trois types de virus, le virus de type A, le virus de type B et le virus de type C. Donc, le virus de type A, il faut comprendre qu'il est responsable en fait des épidémies et des pandémies, surtout de grippe, tandis que le virus de type B, il est responsable, lui, que d'épidémies de grippe. Le virus de type C, c'est un autre virus de la grippe qui, lui, est ni responsable de... Enfin, bon, il est responsable d'épidémies, mais il est responsable de rhinite. Donc, en fait, il n'est pas responsable de grippe en soi. Donc là, ce qu'on va mettre dans le vaccin, c'est ce qui va être important pour l'année qui va arriver. Donc, ça va comprendre des virus de la souche A. Donc, on va avoir deux souches A. On va avoir une souche A H1N1 et une souche A H3N2. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on va mettre dans le virus pour la souche A. Alors, moi, je reprends le cours en même temps. Ah, tu rigoles, merci. OK. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi avoir... Oh, ça tombe. Excusez-moi, ça saute un peu. Voilà. OK. Et donc, on va prendre en fait pour ça les virus qui ont circulé l'année précédente en France et on va le mettre dans le vaccin. Et on va aussi prendre le virus qui a circulé dans l'hémisphère sud dans les 6 derniers mois. Et ça va former en fait le nouveau vaccin qui sera efficace pour l'année en cours. Et en fait, on va comprendre ensuite plus tard dans le cours qu'il y a une grande variabilité génétique de ces virus. Et donc, c'est important de chaque année refaire le vaccin. C'est pour ça, chaque année, l'OMS, ils envoient des nouvelles recommandations et ils font un nouveau vaccin. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi une à deux souches du virus B. Donc, le virus B, lui, il n'est pas responsable de pandémie, mais il est responsable d'épidémie. Et c'est important aussi à noter. Hop. Donc, ça, c'est ce qu'on met dans le vaccin. Donc, dans le vaccin, il y a deux souches A et une à deux souches B. Ouais, plutôt deux maintenant en ce moment-là. Hop. Alors, particularité des virus influenza. On va voir les particularités ensemble des virus à influenza. Donc, on va reprendre tout ça. Ce que je disais, c'est que le type A, il est un peu spécial parce qu'il touche l'homme et les autres espèces. Et c'est ça, en fait, c'est le fait qu'il touche les autres espèces qui va être capable, qui va lui permettre en fait, de rendre de donner des épidémies, des pandémies. Oh là là, excusez-moi, je m'embrouille. Et les virus de type B et C, ils infectent exclusivement l'homme. Et ça, c'est important. Donc, le virus de type A, on va reprendre, il est responsable d'épidémies saisonnières et de pandémies. Je le répète, hein, elle le répète aussi dans le cours, la prof, c'est très, très important à comprendre, c'est pour ça que je le répète. Et du coup, en fait, on dit que c'est une anthropozoonose. Donc, une anthropozoonose, c'est une maladie de l'animal qui est transmissible à l'être humain. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Je vous fais un petit teaser sur la fin du cours. C'est en fait le virus H1N1, le virus donc, de la grippe espagnole, qui était une infection d'un oiseau qui est passé à un homme. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir la grippe. Donc, le réservoir naturel de ces virus de type A sont les oiseaux aquatiques.
Pour les types B et C, ils sont seulement responsables d'épidémies saisonnières. Et ça, c'est important. Hop. Tu me dis si j'oublie 2-3 trucs. Hein. Non, non, ça va. Hop. Bah, si tu veux faire une partie, on peut. Ok. En fait, ça va être. On va faire en 2 parties si tu veux. Voilà, donc ça vient en fait originellement des oiseaux sauvages aquatiques. Et donc, c'est ces oiseaux sauvages qui vont partager le virus de la grippe. Donc, c'est ce qu'on appelle le réservoir naturel de la grippe. Okay, ces oiseaux sauvages transmettent le virus entre eux par transmission orofécale. Et donc, cette transmission orofécale va faire que il va y avoir des étendues d'eau douce qui vont être aussi contaminées par les matières fécales des oiseaux. Et donc, ça peut aller très très loin. Et ça peut aussi aller très très loin parce que il y a des oiseaux migrateurs du coup qui peuvent migrer et donc aller dans différents espaces dans la planète. Et donc, ça se dissémine partout. Ces oiseaux sauvages aquatiques, ils sont capables d'infecter des oiseaux domestiques et donc des hôtes intermédiaires. Ça va se rapprocher en fait petit à petit de l'homme. La physiologie et tout le corps va se rapprocher de l'homme. Et en fait, ça va donner certains problèmes. Et notamment, ce qui va se passer, c'est... J'explique pas très très bien. Je pense que peut-être que tu vas reprendre un petit bout un peu. Ok, ça roule. Manuel vous réexpliquera aussi une partie après. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, il y a l'hôte intermédiaire. Et en fait, l'hôte intermédiaire, il va être infecté à la fois par un virus de la grippe qui vient des oiseaux sauvages ou des oiseaux domestiques et par un virus grippal de l'homme. Okay, et donc, il va être co-infecté par ce virus. Et en fait, la co-infection par ce virus, donc là, on parle que des virus de type A parce que c'est les virus qui infectent les hommes et les animaux. Cette co-infection, ça va résulter d'un échange d'un ou de plusieurs fragments du génome et ça va former une nouvelle souche virale. Cette nouvelle souche virale, elle va être responsable de pandémies parce que le corps humain et le système immunitaire ne saura pas la reconnaître et donc elle va pas être capable de l'intercepter à temps. Hop. Est-ce que tu veux peut-être faire un petit point là-dessus ? Du coup, je repasse vite fait dessus parce que ce schéma un peu atroce, c'est moi qui l'ai fait et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, en gros, à la base, le réservoir naturel de l'infection, c'est un virus aviaire qui contamine les oiseaux sauvages aquatiques. Et c'est eux qui vont permettre la dissémination du virus sur un territoire qui est assez large. Sa transmission, elle se fait de manière orofécale et elle est favorisée en fait par le fait que les virus peuvent perdurer pendant très longtemps dans les étendues d'eau douce, ce qui va participer à cette transmission. Ensuite, donc les oiseaux sauvages, souvent c'est des oiseaux migrateurs, donc ils vont partir d'un endroit, ils vont partir à un autre. Et ce qui peut se passer en fait quand ils sont en vol, par exemple, et qu'ils passent au-dessus d'une ferme ou d'un élevage dans lequel il y a des canards ou des poules, c'est que les déjections du coup de ces oiseaux-là qui ont été infectés vont aller contaminer des oiseaux domestiques. Parce que, en plus, ces oiseaux-là, les oiseaux sauvages, ils ne sont pas vraiment affaiblis, on va dire, par l'infection. C'est souvent des infections digestives qui sont inapparentes. Donc, ils peuvent faire leur migration, ils passent par-dessus une ferme et là, ils vont contaminer les oiseaux domestiques. Les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques sont capables d'infecter des hôtes intermédiaires. Donc, par exemple, surtout pour les oiseaux domestiques qui sont dans une ferme, s'il y a des porcs ou des chevaux, aussi, les deux en fait, que ce soit les oiseaux sauvages ou domestiques, ils peuvent infecter ces deux-là. Porc, cheval, il y en a plein d'autres, hein, des hôtes intermédiaires. Et leur particularité à eux, c'est qu'ils peuvent être co-infectés à la fois par un virus grippal aviaire, provenant des oiseaux, et à la fois par un virus humain de l'homme, donc des souches qui ont contaminé l'homme. Dans ce cas-là, une fois que les deux virus sont dans une même cellule, ce qui va se passer, c'est que... Okay. Donc, c'est qu'en fait, les échanges... en gros, quand on va incorporer les différents morceaux de génome dans la nouvelle particule virale, on va avoir un échange d'un ou de plusieurs fragments de génome, ce qui va se faire aléatoirement, et on va former un virus qui est dit mosaïque. Et en fait, ce virus-là, c'est une nouvelle souche virale. Donc, on le reverra ça de toute façon plus en détail dans les diapos d'après. Vraiment, ça, c'est les réassortiments génétiques et on les revoit vraiment bien après. Mais la particularité de cette nouvelle souche virale, c'est que vu qu'elle provient d'une co-infection, elle peut infecter l'homme directement. Donc, c'est souvent comme ça c'est comme ça en fait que vont se faire les pandémies. Après, il y a un deuxième phénomène qui est possible, c'est qu'on peut avoir un franchissement de barrières d'espèces. C'est-à-dire que de temps en temps,
il y a des virus qui contaminent les oiseaux, qui peuvent contaminer l'homme et qui vont aussi provoquer des pandémies. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le cas de la grippe espagnole, donc le virus H1N1 qui est venu directement d'un oiseau à l'homme. Voilà, j'espère que c'est un peu clair, sinon on reviendra dessus tout à l'heure. Bon, voilà, donc c'était quand même bien expliqué. Merci Manon, c'était super ce que tu as fait. Du coup, on va reprendre le cours ensemble. Hop. Alors, on va voir ensemble du coup les mutations génétiques qu'il va y avoir pour les virus A, B et C. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a différents types de mutations génétiques qui vont pouvoir s'opérer dans ces virus. Il y a des variations qui vont être dites mineures, qui vont concerner les 3 types de virus, donc les virus de type A, les virus de type B et les virus de type C. Ces variations mineures, en fait, ça va être donc des variations qui vont être des mutations ponctuelles du génome viral. Ces mutations ponctuelles, par la suite, elles peuvent aboutir à un glissement antigénique. Ça, c'est si elles touchent un gène qui code pour l'hémagglutinine ou la neuraminidase. Donc, on reprend. Les variations mineures, ce sont des mutations ponctuelles qui touchent les 3 types de virus. Et si ça touche l'hémagglutinine ou la neuraminidase, ça peut aboutir à un glissement antigénique. C'est comme ça qu'on appelle. Ouais, ok, on va reprendre ça tout à l'heure. De toute façon, on va répéter plusieurs fois et vous comprendrez bien. Et puis, il y aura plein de quiz. Donc, il y a ça et il y a les variations majeures. Les variations majeures, elles ne touchent que les virus de type A. Les variations majeures, elles peuvent en fait avoir, ça va être un réassortiment de fragments génomiques. Donc, ce qui va se passer, c'est que le virus, il va rentrer dans la cellule, il va y avoir la décapsidation, il va faire il va répliquer toute sa machinerie, etc. Et en fait, lors de formation de nouveaux virus, c'est le cas en fait lors des co-infections. Donc, c'est ce que Manon vous a expliqué tout à l'heure. Il va y avoir une double infection d'un virus de la grippe humaine dans un autre intermédiaire et d'un virus de la grippe aviaire. Et en fait, cette double infection va faire que les nouvelles particules nouvellement formées, elles vont comprendre et des fragments du virus de la grippe humaine et des fragments de la grippe aviaire. Et ça va former un nouveau virus, et c'est ce nouveau virus qui va être responsable de pandémies. Et en fait, on va appeler ça des variations majeures, parce que du coup, c'est des gros bouts d'ARN, pardon, j'ai dit d'ADN, des gros bouts d'ARN qui sont remis dans le, oh là là, ça bouge, hop, dans le nouveau virion. Et on va appeler ça une cassure antigénique. Voilà, donc les termes sont à retenir. Excuse-moi, je reprends. C'est une cassure antigénique seulement si ça touche l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc c'est comme pour les glissements antigéniques. En fait, antigénique, il faut penser au système immunitaire qui va chercher avec ses anticorps les antigènes qu'il va être capable de détecter pour pouvoir éliminer en fait, les particules virales et les cellules infectées. Et donc, ce qu'il va pouvoir repérer, c'est les protéines qui sont à la surface. Les protéines, glycoprotéines qui sont à la surface, c'est l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cassure antigénique et de glissement antigénique. Hop. Alors, donc, on va reprendre les mutations ponctuelles de virus influenza A et B. Donc, ah ouais, t'as raison. Ok, tu rigoles. Donc, en gros, la réplication des génomes des virus influenza, elle est réalisée par donc, une enzyme qui est la polymérase virale. C'est une enzyme virale, et ça, c'est important à noter. Cette enzyme virale, elle n'a pas d'activité correctrice. Et ça va être important. Ça veut dire qu'elle va induire des mutations ponctuelles. Donc, notamment... Ah ouais. Ouais. Donc, elle va faire donc, des erreurs de recopiage. Et du coup, ça va faire des mutations ponctuelles qui vont s'accumuler lors des cycles de réplication et à cause de l'absence d'activité correctrice du coup, de la polymérase. Donc, ça va former des nouveaux variants derrière. Et surtout, si ça touche en fait les gènes de l'hémagglutinine et la neuraminidase. On va avoir un glissement antigénique. Donc, ensuite, ce qui va se passer, c'est que le virus il va échapper au système immunitaire transitoirement. Il va y avoir une diminution de l'immunité croisée et donc, on va pouvoir être capable d'être réinfecté par la grippe. C'est pour ça que d'une année à l'autre, même s'il n'y a pas une nouvelle pandémie de grippe et qu'il y a juste des épidémies saisonnières, on va être infecté et on va être malade. Et un même individu peut être malade d'une année sur l'autre parce que en fait, l'immunité qu'il a développée lors de l'année précédente, elle est légèrement pas adaptée à ce nouveau variant et du coup, elle va être efficace mais pas totalement non plus et donc on va être quand même malade. Donc c'est pour ça qu'on est plusieurs fois malade de la grippe. Hop. Je pense que c'est pas mal. J'ai oublié une petite partie. C'est bon. All right. Donc, on va parler maintenant des réassortiments génétiques des virus influenza A. Donc, ça, c'est un processus qui est évolutif brutal. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça résulte d'une co-infection d'une cellule d'un autre intermédiaire. Il va y avoir des réassortiments génétiques
notamment du gène de l'hémagglutinine et de la neuraminidase. Si c'est le cas, ça va donner des cassures antigéniques. Et donc ça, on rappelle, c'est l'introduction d'un nouveau gène viral codant pour une nouvelle protéine de l'enveloppe. Et donc, on aura un virus mosaïque. Du coup, le virus, il porte l'hémagglutinine et ou la neuraminidase d'un nouveau sous-type. Et là, il n'y aura pas d'immunité croisée avec un virus antérieur. Parce que du coup, c'est complètement différent. Le système immunitaire, il ne connaît pas et donc il ne peut pas éliminer. Donc, la population humaine, on dit qu'elle est entièrement sensible à ce nouveau virus et ça cause des pandémies. Donc, quand il y a des réassortiments génétiques de virus influenza de type A, c'est un processus évolutif brutal. Ça arrive rarement, mais ça a de grosses conséquences. Hop. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, maintenant, on va parler des épidémies et des pandémies. Voilà, donc là, ce graphe, il est très, très important à connaître. Il vous explique en fait tout ce dont je vous raconte depuis tout à l'heure. Et on va le voir tous. On va le voir ensemble. Alors, on appelle ça. Donc, c'est la représentation schématique des épidémies et des pandémies de grippe. Vous avez en pointillé l'incidence de la grippe, donc cliniquement patente, c'est-à-dire combien il y a de personnes qui sont malades et qui montrent des signes de grippe. Ensuite, en vert, on a le taux moyen d'anticorps dans la population anti-A, HXNX. Donc ça, c'est la réponse immunitaire en fait au système, à l'infection virale initiale. Et donc on voit qu'au fur et à mesure, donc lors de la première pandémie, le système immunitaire il découvre ce nouveau variant HXNX en vert. Et donc les anticorps, ils vont augmenter donc avec la pandémie. Et ensuite, ils vont augmenter au fur et à mesure des épidémies saisonnières qui vont arriver les années suivantes. Et donc ça, c'est cool. Et ensuite, vous voyez que quand il y a une nouvelle pandémie, donc quand il y a une cassure antigénique, il y a un nouveau anticorps qui va devoir être développé. Et donc, le nouveau anticorps, il va déjà suivre la pandémie, puis ensuite, il va suivre les prochaines épidémies successivement. Donc ça, c'est un nouvel anticorps pour un nouveau virus. J'ai oublié une nouvelle partie. Ouais, ok, donc les épidémies saisonnières. Et oui, il y a pas mal de choses sur le graphique, on reprendra. Tu as raison. Les épidémies saisonnières, donc, il faut savoir que c'est de novembre à mars dans l'hémisphère nord et de mai à septembre dans l'hémisphère sud. En fait, c'est expliqué par le fait que les conditions favorables pour être infecté, c'est une température froide et une humidité importante. Et ça va favoriser en fait la propagation du virus. Et donc, il y a ce qu'on appelle des veilles épidémiologiques. Donc, c'est des praticiens de ville et les hospitaliers. Yes. Et du coup, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'il y a un réseau de sentinelles de France. Voilà, le réseau Sentinelle de France, qui est un réseau de médecins qui va permettre en fait, de reporter les cas de grippe qu'ils repèrent. Et donc, ça va être centralisé. Et donc, on aura des informations sur l'épidémie et la pandémie qui est en cours. Voilà, tu veux peut-être reprendre un petit peu sur le graphique. Je reprends un petit peu sur le graphique. Donc, du coup, en gros, si on part du point 0, J0, il n'y a jamais eu de grippe. Là, on a l'introduction brutale d'un virus hypothétique qui est un virus de type A, HXNX, ça c'est son sous-type hypothétique. Donc là, la population, elle est immunologiquement naïve, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais rencontré ce virus. Donc tout le monde peut être infecté et on a une incidence de la grippe qui augmente vraiment beaucoup. Là, c'est une pandémie. Donc, on voit que les gens sont malades, donc leur réponse immunitaire adaptative se met en place et ils créent des anticorps. Donc, on voit qu'au décours de cette première pandémie, on a le taux moyen d'anticorps dans cette population qui augmente. Ensuite, entre deux pandémies, on parle de période interpandémique. Pendant cette période interpandémique, on va avoir des variations mineures, donc des glissements antigéniques, c'est ce que Anthony vous a expliqué tout à l'heure, qui vont faire que la population va avoir une immunité, certes, mais elle ne sera pas super bien adaptée parce qu'on aura des petites modifications, un nouveau variant du virus qui va faire que quand les conditions climatiques seront favorables, on va avoir de nouveau un pic de montée de l'incidence de la grippe, mais qui est quand même inférieur à celui de la pandémie parce qu'il y a quand même une immunité. Et on voit d'ailleurs que cette incidence de la maladie, elle diminue d'épidémie en épidémie. En parallèle du taux d'anticorps qui augmente dans la population. Donc ça, on a différentes épidémies. Si au bout d'un moment, on a une variation majeure, donc c'est la cassure antigénique, là, on a carrément un tout nouveau virus. Il n'y a personne qui a jamais été infecté par ce virus-là. Et de nouveau, on se retrouve avec une pandémie, avec une incidence de la grippe
qui est juste énorme. Et on se retrouve avec le même schéma qui recommence, c'est qu'on a un taux moyen d'anticorps, cette fois-ci anti-A, HY, NY, qui augmente dans la population. Celui des anticorps HX, NX diminue parce qu'en fait, les gens sont plus infectés par ce nouveau virus parce qu'il a muté. Mais il a vraiment beaucoup muté, et ce qui fait qu'après, on a d'autres épidémies avec le nouveau virus. Voilà, après, juste, je repasse vite fait sur le fait, mai, septembre, hémisphère sud. En fait, c'est juste que dans l'hémisphère sud, ils sont en été quand nous, on est en hiver, et l'inverse, quoi. Mais bon, ça, je pense que vous le savez. Hop, merci, hein, c'est vraiment t'expliques trop bien, c'est incroyable. Hop, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à poser les questions maintenant. On répond aussi en direct. C'est vraiment important de comprendre ce graphique, il est essentiel dans le cours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Ok, donc, alors, c'est à ce niveau-là, je crois. Ok, ça marche. Bon, en vrai, on y va comme ça. Donc, alors, en fait, là, on fait un petit historique sur les différents virus, les différentes pandémies qu'il y a eu au cours des années. Alors, hop. Voilà, donc ça a commencé en 1918 avec la grippe espagnole, ou Spanish influenza en anglais. Donc là, c'était en fait un cas spécial parce que ce qui se passe, c'est que l'oiseau a directement infecté l'homme, parce que vous comprenez qu'il n'y avait pas de grippe. Donc s'il n'y a pas de grippe humaine, l'hôte intermédiaire, il ne peut pas être infecté à la fois par une grippe humaine et par une grippe aviaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu un franchissement de barrière, qui est quelque chose de beaucoup plus rare que ce qu'on observe habituellement. C'est-à-dire qu'un oiseau a directement infecté l'homme. Et voilà, donc ça c'est plus rare, et c'est arrivé donc une seule fois. Le virus, du coup, il a fait une pandémie qui a été très mortelle, hein. Elle a tué plus que la Première Guerre mondiale, donc c'est pas rien quand même. Et donc ensuite, on voit que ce virus, il a 8 segments génétiques, comme on en a parlé dans le cours. Donc ensuite, en 1957, on a la grippe asiatique, H2N2 cette fois-ci, qui est issue d'un réassortiment génétique entre H1N1 human virus, donc de virus humain, avec un H2N2 avian virus, donc qui est un virus aviaire. Et du coup, ce réassortiment, il a créé encore une nouvelle souche qui était capable d'infecter donc les hommes et donc de créer une pandémie, parce que du coup, le système immunitaire, pareil, ne connaissait pas. Encore une fois, en 1968, avec la grippe de Hong Kong. Donc celle-là, c'est la H3N2, pareil, qui est issue d'un réassortiment génétique entre H3 avian virus et un virus humain, donc H2N2, donc qui était la grippe asiatique. Et ça a donné un nouveau virus qui a encore été responsable d'une pandémie. Et donc là, il suppose encore qu'il pourrait y avoir une nouvelle pandémie qui serait causée avec un réassortiment génétique entre un virus aviaire et puis H3N2, enfin différentes souches humaines de virus de grippe humaine. Hop, je crois que c'est bon. Ouais, on arrive à la conclusion. Tac, tac, tac. J'arrive pas à skip. Ah, voilà, on est à la conclusion. Ok, du coup, si vous avez des questions, voilà, ça conclut pour le. Ça skip. Ça, c'est la conclusion. Ah, ok. Donc, le virus de la grippe, on rappelle, c'est un virus qui fait partie c'est les virus influenza qui font partie de la famille des Orthomyxoviridae, c'est important, du genre des influenza virus. Et il y en a 3 types, le type A, le type B et le type C. Vraiment, c'est important, et c'est pas de vous mélanger entre famille, genre et type, c'est facile. C'est facile à faire tomber en QCM aussi. Du coup, le virus, c'est un virus enveloppé qui présente des protéines de surface, donc la HA et la NA, qui tiennent pour hémagglutinine et neuraminidase. Et les influenzavirus de type A, ils ont plusieurs sous-types. C'est une anthropozoonose, c'est-à-dire que l'oiseau, il a d'abord infecté l'homme. Et puis, il est capable aussi, donc les virus de type A, on rappelle, ils sont à la fois chez les hommes et aussi chez les animaux. Et du coup, c'est pour ça que quand il y a des cassures antigéniques, ça vient de la réserve naturelle chez les animaux. Donc, le vaccin antigrippal, il est réactualisé chaque année, comme je vous disais par l'OMS, et il comprend 2 souches A et 1 à 2 souches B. Ça, c'était important à se souvenir. Okay. Et donc, voilà, le vaccin antigrippal, il est prescrit notamment pour les personnes en fait, à risque. On ne va pas le prescrire à tout le monde, mais surtout, par exemple, chez les personnes âgées ou chez les petits-enfants. Enfin, il y a différentes causes, ou alors quand on est immunodéficient, ou quand il y a plusieurs raisons, et donc de pourquoi on vaccinerait contre la grippe. Et ce vaccin antigrippal, il ne sera pas utile si on a donc une cassure antigénique. Voilà.
Et on va parler du coup, on a parlé de la variabilité des virus à influenza, qui sont capables donc de faire des glissements antigéniques quand il y a des mutations ponctuelles sur les virus soit de type A, soit de type B, soit de type C, qui touchent l'hémagglutinine et la neuraminidase. Ça, c'est le glissement antigénique. Et donc de cassure antigénique que pour les virus de type A, lorsque la modification génétique est en fait un réassortiment des différents fragments d'ARN, donc dans le nouveau virion. Voilà. Donc ça, c'est différent et ça cause des pandémies. C'est important. Alors que les glissements antigéniques ne causent pas de pandémie, ils causent des épidémies saisonnières. Voilà, du coup, est-ce que vous avez des questions à nous poser? On n'a pas entendu ce que c'est. Alors, on a quelques questions. Ça va tomber à l'EB. T'as pas entendu quoi, le cours? Ah mince, il y a des questions. Ah, faut pas qu'ils skippent. Ok. Parce que oui, on a quand même. Alors, on va avoir des questions qui vont tomber à l'EB sur ce cours, mais ça va être surtout sur le cours sur le VIH. Voilà, je vous en dis pas plus, il faut quand même que vous attendiez quelque chose. Mais oui, du coup, ça va être à l'examen blanc. Il n'y aura pas beaucoup de questions, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on a des questions de cours? Ouais, si tu veux. Bah, je peux l'expliquer en vrai. Un glissement antigénique, en fait, c'est une modification génétique ponctuelle, donc une mutation ponctuelle du virus, parce qu'on rappelle, la protéine, l'enzyme qui va être capable de répliquer le génome du virus, en fait, cette enzyme, elle va causer des erreurs de recopiage. Et en fait, en causant des erreurs de recopiage, du fait qu'elle n'ait pas de système de détection de ces erreurs, elle va faire des mutations ponctuelles. Et si ces mutations ponctuelles sont sur des gènes qui codent pour l'hémagglutinine ou la neuraminidase, ça va se faire ce qu'on appelle un glissement antigénique. Donc, antigénique, pourquoi? Parce que l'hémagglutinine et la neuraminidase sont des protéines de surface. Et donc, quand le système immunitaire il va chercher à éliminer avec ses anticorps le virus ou la cellule infectée, il va aller se coller. Donc, on va y avoir le couple anticorps-antigène. Et donc antigénique parce que c'est ce qui va aller détecter, en fait. C'est ce qui est à la surface des virions et des cellules infectées. Est-ce que ça a été clair ou est-ce que tu as besoin qu'on réexplique? Peut-être que ça va. Alright. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Ok, alors ça c'est une très bonne question. En vrai, parce que du coup, les virus, ils vont continuellement muter de par ces erreurs de recopiage que je viens de décrire. Et donc, on va essayer d'être le plus proche possible du virus qui va infecter ensuite la population l'année dans laquelle on donne le vaccin. Le but, c'est que le vaccin il soit le plus efficace possible. Du coup, pour ça, on va utiliser des souches qui ont circulé l'année précédente en France. Donc, comme ça, on reprend un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, on est au plus proche vraiment de ce qui s'est passé en France. Et aussi donc, de ce qui a circulé dans l'hémisphère sud les 6 derniers mois. Donc ça, c'est pour justement anticiper le fait qu'il va y avoir d'autres modifications et être plus proche, vraiment, le plus proche on est du virus, le mieux c'est. Du virus qui va infecter, qui va causer l'épidémie saisonnière. Est-ce que c'était clair? Ouais. Oui, du coup, ça tombe à l'EB. Mais comme je vous disais, il n'y aura pas beaucoup de questions et ce sera très, très facile. Franchement, les questions de l'EB sur ce cours seront franchement faciles. Ne vous inquiétez pas. Ouais, alors glissement et cassure. Ça, c'est vraiment tout l'objet du cours. Donc, le glissement antigénique, c'est une mutation ponctuelle qui va être sur un des gènes de l'hémagglutinine ou de la neuraminidase. Et ça concerne les virus de type A, de type B et de type C. Ça, c'est responsable des épidémies saisonnières et c'est la raison de pourquoi est-ce qu'on est remalade quand on est réinfecté par la grippe et qu'on peut être plusieurs fois infecté par la grippe. On n'est pas une seule fois dans sa vie infecté par la grippe. Ensuite, la cassure antigénique, ça, c'est pas une mutation du génome, c'est plus comment dire, un réassortiment du génome. Okay, donc, en fait, le génome du virus, ARN, il est fragmenté. Donc, il y a plusieurs bouts. Et quand une cellule elle est co-infectée par un nouveau virus aviaire et puis une grippe qu'on a déjà eue, donc ça, c'est dans l'hôte intermédiaire, on va avoir la production de nouveaux virions et il va y avoir un réassortiment aléatoire avec les différents fragments d'ARN des deux virus. Donc en fait, on va avoir un troisième virus qui va comprendre des bouts et du premier virus et du deuxième virus.
Et du coup, ça va créer un nouveau virus. Et quand ça touche en fait l'hémagglutinine ou la neuraminidase, ça va donner une cassure antigénique qui est responsable de pandémie, du coup, parce que le système immunitaire ne les connaît pas. Et donc, il va mettre beaucoup plus de temps, on a vu, pour répondre en fait à l'infection. Et donc, il y aura beaucoup plus de temps pour que ce soit beaucoup plus grave et plus difficile à contrôler. Je rajoute juste un petit truc vite fait pour, en gros, faire la différence entre glissement antigénique et cassure antigénique. En gros, c'est que le glissement antigénique, il va pas modifier il va pas modifier le sous-type de la protéine de surface. Par exemple, si à la base on avait du H1, et ben après le glissement antigénique, on aura toujours du H1. Il sera juste un petit peu différent parce que les mutations ponctuelles auront modifié quelques petits trucs, mais ce sera toujours le même sous-type. Donc en gros, si quelqu'un a eu la grippe l'année dernière et qu'il la rechoppe pendant l'épidémie de cette année, il a quand même une immunité parce que c'est toujours le H1. C'est juste qu'il est un peu différent. Donc, c'est pour ça qu'on peut être réinfecté parce que c'est un petit peu différent. Si on a une cassure antigénique, on a eu un réassortiment carrément de deux virus complètement différents. Et si à la base, on avait du H1, bah, peut-être qu'après, on aura du H2 ou du HX. Enfin, peu importe, en fait, ce sera carrément une nouvelle protéine que personne ne connaît. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de cassure antigénique, parce que c'est plus du tout le même antigène, c'est plus du tout la même protéine de surface. Et juste pour répondre à une question, oui, en fait, les deux types, le glissement antigénique et la cassure antigénique, ça touche bien les glycoprotéines de surface. C'est justement pour ça, en fait, que ça va être responsable des pandémies ou des épidémies en fonction de quel type de réassortiment génétique on a. Yes. Reprendre le graphique. Pas sûr d'avoir tout compris sur le graphique. Hop, pas de souci. Tu veux le faire? Ouais, t'expliquer bien le graphique. Donc du coup, j'essaye de réexpliquer le graphique. Donc on voit qu'en ordonnée, on a l'incidence de la maladie, c'est-à-dire les nouveaux cas, les nouvelles personnes qui sont malades, qui ont attrapé la grippe et qui sont malades. Si on se met au tout début du graphique, tout à gauche, on a l'introduction d'un virus hypothétique de type A, de sous-type HXNX. La population est complètement immunologiquement naïve. Elle n'a jamais rencontré ce virus-là. Son système immunitaire n'est pas du tout adapté. Et donc, quand en gros, quand le virus va infecter la personne, on va avoir directement une réponse directe et ça va se contaminer. Enfin, en fait, du coup, vu que c'est la grippe après entre humains, ça va se propager assez rapidement avec un peu comme le Covid en fait. Donc, vu que personne n'est immunisé, on va beaucoup infecter d'autres personnes une fois qu'on est malade, ce qui fait que l'incidence de la grippe augmente beaucoup et que là, on a une pandémie qui peut faire vraiment beaucoup de morts. Enfin, bon, de toute façon, je vous l'apprends pas quoi. Mais après, une fois que la pandémie est passée, on va être dans la période interpandémique, c'est-à-dire dans la période entre deux pandémies de grippe. Pendant cette période-là, on peut avoir des variations mineures des virus. Ça, c'est ce qu'on vous a dit depuis tout à l'heure, les glissements antigéniques qui vont légèrement modifier les protéines de surface, hémagglutinine surtout, et un petit peu la neuraminidase, qui vont faire que les personnes vont être immunisées, mais pas très bien, parce qu'elles auront une immunité, mais elles vont quand même pouvoir retomber malades parce que les virus de surface ont été un peu modifiés. C'est ça qui va faire qu'à chaque fois qu'on a une température froide et une humidité qui est élevée, on va de nouveau avoir des épidémies. Mais on voit bien que le taux moyen d'anticorps dans la population, c'est-à-dire que ça, c'est en fait le reflet de la réponse immunitaire adaptative des personnes qui vont créer des anticorps contre ce virus et ça augmente petit à petit au cours des années, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont immunisées malgré tout, même si ce n'est pas une immunité parfaite, et donc l'incidence de la grippe dans la population va être de moins en moins importante en fonction des années. Si au bout, là, par exemple, il y a marqué au bout de 10 à 30 ans, on a une variation majeure, on a une cassure carrément, et on crée un nouveau sous-type d'hémagglutinine ou de neuraminidase, dans ce cas-là, la population est de nouveau naïve complètement. Personne n'a jamais combattu ce virus et on se retrouve avec une pandémie. Et là, on a de nouveau la même approche que tout à l'heure avec un taux moyen qui augmente et des épidémies pendant la période interpandémique. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Ouais, en vrai, tu as bien tout expliqué, c'est super. Et voilà, donc hop, je vais remettre sur les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment pour bien tout comprendre ce cours.
Hop, la cassure. OK. Donc, pour expliquer la cassure, encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a un… En vrai, on peut faire un schéma. Hop. All right. C'est… Je sais pas quoi faire. On vous sort un tableau blanc et puis on va faire un schéma comme ça, vous allez bien comprendre. Et après, on aura encore un petit peu de temps pour faire quelques QCM. Il n'y a pas de stylo. Mais au doigt, sinon, non? Ouais. Ok. Tiens, tu veux le micro? Il y a du fil. Parce que si Bon, je vais essayer de pas tout casser. Vous entendez ou pas? Ou est-ce que le fait d'avoir bougé le micro, ça a tout cassé? Ok. Bon, alors je vais essayer de vous expliquer ça. En gros, la cassure antigénique, c'est qu'on va avoir… Oh, merci. On va avoir, par exemple, un… Oh merde. Non, si. Ok. Non. Pourquoi il m'efface le truc, là? Je suis désolée, mon écriture est dégueulasse. Mais, Donc, on a un virus aviaire qu'on va appeler HX. Oh mince, comment on fait pour… Oh, nickel, j'ai la gomme. Ah. C'est la première fois que j'utilise ce tableau-là, alors très indulgent. Hop, HXNX. On va avoir un virus humain qu'on va appeler HYNY. Là, je vais essayer de faire des couleurs. Donc là, en gros, on a l'ADN. Bon, je ne vais pas faire les 8, mais on a les fragments d'ADN du virus aviaire en rouge ou orange. Et en bleu, ici, on a les fragments, d'accord, la gomme, voilà, les fragments du virus humain. Là, on va avoir la cellule d'un hôte intermédiaire. Par exemple, ça peut être un porc. Et ça, c'est sa cellule. Si les deux virus, là et là, infectent cette cellule-là, on va se retrouver avec et des fragments antigéniques des génomes en fait des deux, et dans une cellule aléatoirement en fait pour créer un nouveau virus, on va avoir en gros on va prendre des morceaux, par exemple on va prendre ce morceau-là et puis on va prendre tout ce morceau-là du virus humain, ce qui fait que dans notre nouvelle particule virale, on va avoir un génome qui sera à la fois composé du virus aviaire et du virus humain, ce qui fait qu'à la surface, donc là par exemple, si on avait une glutinine qui est verte, là, comme ça. Non, mince, pardon. C'est pas sur celui-là que je voulais faire le truc. Là, par exemple, on a une comme ça. Ça, c'est la H1. Sur celui-là, enfin, c'est la HX. Là, on a la HY. Mais sauf que en fait, si là, on a le gène HA ou NA, donc ça, c'est les gènes de l'enveloppe virale. Si les mutations, si les cassures se déroulent sur ces gènes-là, en gros, on va créer un tout nouveau sous-type là, vert d'hémagglutinine qui est tout nouveau et qui va infecter une nouvelle personne, enfin qui va infecter la population qui a jamais vu en fait ces antigènes-là. Et donc toute la population pourra être infectée et c'est ce qui va provoquer la pandémie. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Je me suis un peu, là, avec le schéma, je ne sais pas si c'est très clair. Vous avez bien compris? C'est super clair. Cool, super. Ok, bon, bah alors, je pense que comme le temps avance, on va passer aux questions. Alors, je ne sais pas comment on skip. Tu arrives à le mettre bien? On va revenir sur le diapo et on va faire des QCM du coup pour vous entraîner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la discussion.
On y répond aussi. Et puis ensuite, si vous avez d'autres questions à tout moment, n'hésitez pas à les envoyer sur le forum aussi. Et on vous répondra avec plaisir sur le forum quand vous voulez. Non, franchement, ça va, c'était clair au moins, c'est cool. Ça va, ça vous a plu la vidéo de la tutre rentrée sur le VIH aussi? Vous en avez pensé quoi? Ah, ça fait plaisir. Cool. Ah bah ça me fait plaisir que ça vous plaise. Attends, elle va pas trop vite. On a les réponses. Donc on arrive. Tan, 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 tan. À qui veut gagner des virions? On va vous faire des QCM du coup. Ah, vous voyez pas? Ah, attends. Là c'est bon, hein? Ouais, on est bon. Merci, tu rigoles. Ok, donc première question. On vous laisse un peu de temps pour répondre et puis on la corrige après ensemble. Je vous la lis et comme ça vous essayez de répondre en même temps. Alors, à propos de l'introduction à la virologie, indiquez là où les propositions exactes. Donc, petit a, la particule virale est un assemblage ordonné de protéines, d'acides nucléiques et de macromolécules. Petit b, les virus sont des agents filtrables. Petit c, il existe des virus enveloppés et des virus nus. Et petit d, alors désolé, on ne voit pas très bien, mais la présence d'une enveloppe fragilise le virus par une sensibilité accrue à l'environnement. Et je crois qu'il me manque. Attends, en fait, on a juste une barre. On va le mettre là-haut. Alors, je reprends le petit d. La présence d'une enveloppe fragilise le virus par une sensibilité accrue à l'environnement. Voilà, je pensais qu'il y avait une suite à la phrase. Et il y en a qui commencent à répondre, c'est cool. Et prenez le micro aussi si vous voulez pour répondre. Ouais, BC, BCD. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? AC, AB, ABC. Ok, on a un peu de tout. Il va falloir vous décider. Hein. Ouais, vous avez trouvé. Ouais, on va avancer. On va vous lancer la réponse et comme ça, on va pouvoir faire d'autres QCM après. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ah non. Et voilà, du coup, c'était ABCD. Donc, toutes les propositions étaient correctes. Il y en a qui l'ont eu ou pas? Sans avoir envoyé de message dans la discussion parce qu'ils sont trop timides. Non? Personne? Bon, ABC, c'était assez proche. Il y avait BCD aussi. Donc, tout était juste. Donc, c'est dans le cours. Si vous avez besoin qu'on revienne sur un des items, n'hésitez pas. On le fait de suite. Et sinon, on passe à la question suivante. Personne? Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Ah, cool. OK. OK. Bon, bah, du coup, on passe à la question suivante. À propos de l'introduction à la virologie, indiquez là où les propositions exactes. Petit a, les virus présentant une enveloppe phospholipidique sont plus fragiles par leur sensibilité accrue à l'environnement. Donc là, grande question. Hein. Petit b, les virus nus comme le VIH entrent plus facilement dans les cellules. Petit c, les virus sont des parasites stricts. Ils ne peuvent donc pas se multiplier sans infecter une cellule. Petit d, lors d'un cycle lytique, le virus est détruit par la cellule. Je vous laisse répondre. Ouais, s'il y en a qui veulent répondre en prenant le micro, n'hésitez pas. Et c'est sympa comme ça, on fait une correction interactive. On me propose CD. On me propose AB. On me propose ACD. Ok, on va passer à la correction. C'était AC. Donc vous étiez pas loin. Il y a eu du ACD, il y a eu du CD. C'était pas mal. Du coup, alors là, par contre, désolé pour l'entête. S'il y en a qui ont mis BD, je ne sais pas pourquoi il y a la proposition fausse, mais c'est pas grave. Une proposition exacte. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, du coup, la A, elle est vraie. Le virus, il présente bien une enveloppe phospholipidique. Pardon, excusez-moi. Les virus qui présentent une enveloppe, ils sont plus fragiles par leur sensibilité accrue à l'environnement. Et ils ont aussi une plus grande facilité à rentrer dans les virus, notamment lors de l'étape de fusion. Donc, c'est un coup, c'est à la fois bénéfique et à la fois handicapant. Donc, voilà, c'est important à savoir. Le VIH n'est pas un virus nu, il possède une enveloppe phospholipidique. Donc là, le piège, c'était, on disait que le VIH, c'était un virus nu.
Un virus nu, c'est donc l'inverse d'un virus qui présente une enveloppe phospholipide, tout simplement. Petit c, les virus sont des parasites stricts, ils ne peuvent donc pas se multiplier sans infecter une cellule. Ça, c'est le cours, texto, début du cours. Et la cellule, elle est détruite par le virus. Donc, en fait, je vous ai fait un piège. Là, ce n'est pas le virus qui est détruit par la cellule, c'est la cellule qui est détruite par le virus. Donc, le cycle lytique, c'est un virus qui infecte une cellule, s'y multiplie et ensuite il détruit la cellule pour libérer les particules virales nouvellement formées. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah non. Vous avez tout compris, ça va? Est-ce que ça vous aide un peu là de faire les QCM pour reprendre un peu les notions du cours? Ça vous va comme ça? Alors, j'ai une petite question. Si le virus ne survit pas hors d'une cellule, oui. Est-ce que tu as la suite de ta question? Ok, il y en a pour qui c'est nickel. Bah, écoute, Maëva, je te laisse finir ta question et on reviendra vers toi après. N'hésite pas. Ok, oui, pas de souci, t'inquiète. Prends ton temps. En attendant, on fait les autres questions, comme ça on avance parce que l'heure tourne. Donc, à propos de l'introduction à la virologie, indiquez la proposition fausse. Attention. Petit a, certains virus ont de multiples portes d'entrée. Petit b, une fois la porte d'entrée franchie, l'infection peut rester localisée au site d'infection ou se généraliser et diffuser à distance dans l'organisme. Petit c, la mise en œuvre de la réponse adaptative permet dans un très grand nombre de cas d'éliminer définitivement le virus. Et petit d, la classification des virus se base sur leur diamètre. Quelles sont les bonnes réponses? Alors, en attendant que vous répondez, on va répondre à la question de Maëva, qui nous demande si le virus ne survit pas hors d'une cellule. Pourquoi si le virus ne survit pas hors d'une cellule, pourquoi il la détruit? Donc en fait, non, c'est juste la différence entre cycle lithique et cycle non lithique. Donc le cycle non lithique, ça ne va pas détruire la cellule. On va avoir l'étape de bourgeonnement là qu'on a vu. C'est-à-dire que le virus, il va... un truc pour l'expliquer. En vrai, si tu veux prendre le micro. En gros, en fait, je vois là où il y a un problème, c'est que c'est pas le fait que, en fait, le virus, s'il est à l'extérieur, il meurt pas. C'est là, du coup, je pense que c'était pas clair peut-être quand on l'a dit, mais quand on dit que un virus ne peut pas survivre, en tout cas hors d'une cellule. Là, c'est mieux ou pas? Oups. Là, c'est mieux ou pas? Oui, mais je sais, mais sauf qu'il y a tout qui s'est décalé. Est-ce que c'est mieux? Oui? C'est bon? Ok, du coup, je reprends l'explication. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça a coupé. Donc, quand on dit qu'il ne peut pas survivre hors de la cellule, c'est pas que le virus, dès qu'il sort, il meurt de suite. C'est juste en fait que quand il est à l'extérieur d'une cellule, il ne peut pas se multiplier. Et son but au virus, c'est de se multiplier, c'est de faire plein d'autres virus. Sauf que s'il il va pas dans une cellule, il n'aura pas tous les outils nécessaires pour pouvoir répliquer son ADN, pour pouvoir refaire ses protéines, pour pouvoir refaire de nouvelles particules virales. Mais ça ne veut pas dire que s'il sort d'une cellule, il meurt de suite. Sinon, il n'y aurait pas de grippe parce qu'il faut bien qu'il puisse se transmettre d'un hôte à l'autre. Et voilà, je ne sais pas si c'est très très clair. Ok, c'est super. Merci pour ton explication, elle est cool. Ok, donc on reprend les QCM et j'ai vu beaucoup de bonnes réponses. Donc tu peux donner la réponse. C'était la D, donc bien joué. Le reste, c'était toutes des propositions vraies. Donc on passe à la suivante. À propos des virus influenza, indiquez là où les propositions exactes. Petit a, les virus influenza appartiennent à la famille des Retroviridae. Petit b, leur génome est constitué de 8 fragments d'ADN simple brun à polarité négative. Petit c, l'hémagglutinine et la neuraminidase sont ancrées dans l'enveloppe du virus. Et petit d, il existe 3 types de virus influenza, A, B et C. Quelles sont les bonnes propositions? Là où les bonnes propositions.
On a déjà des réponses. Je vois pas mal de réponses déjà. Je vous laisse répondre quand même, mais on va aller assez vite parce qu'on arrive sur la fin et on a encore quelques QCM. Je vois du CD et du BCD. Donc, CD sont justes et la B, il y avait un piège, c'était que c'était des fragments d'ARN, simple brin, à polarité négative et non pas d'ADN. Voilà. Donc, sinon, la A, vous avez tous vu qu'elle était fausse. Donc, c'est bien. C'est Orthomyxoviridae. On a fait un piège avec l'autre cours. Ouais. Ah, ok, ok. Donc maintenant, c'est à propos du vaccin. Petite A, le vaccin il est réactualisé en fonction des souches de l'année précédente, ainsi que des souches ayant circulé dans les 6 derniers mois dans l'hémisphère sud. Petit B, il est composé d'une souche A et de 2 souches B. Petit C, les souches B inclus dans le vaccin comportent une souche H3N2 et une souche H1N1. Et petit D, il est réactualisé par le réseau des médecins sentinelles. Quelles sont les bonnes propositions? On voit du AD, AD, BD. Ouais, c'est vrai que vous êtes tous... vous pensez tous des choses différentes. Alors, on a la A. Et la A, ça me plaît bien, moi. On va mettre la réponse. La A, c'était ça. C'était la seule qui était vraie. Donc, c'était texto du cours, donc j'y reviens pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Franchement, posez-les aussi. On est là pour ça. Donc, la B, on a inversé en fait. Il y a 2 souches A et une à 2 souches B. Donc, les 2 souches A, ça c'était le pièce de la C. On a aussi inversé. Donc, les 2 souches A, c'est bien H1N1 et H3N2, d'accord, dans le virus de la grippe qu'on met. Et ensuite, la D, les médecins sentinelles, en fait, il faut faire attention, ce n'est pas eux qui font le vaccin, c'est eux qui surveillent les épidémies grippales et qui déclarent les cas suspects. Donc en fait, ils sont sentinelles, ça permet de repérer et de voir un peu en avance, donc d'être capable d'anticiper les épidémies et les pandémies. Donc ça, c'est à ça qu'ils servent, et ensuite, c'est d'autres qui font le vaccin. J'ai pas compris la signification de H et de N avec un numéro ou une lettre. Ok, donc en fait, ça concerne les virus de type A. Les virus de type A, on a vu qu'ils ont des sous-types, d'accord, en fonction des différentes hémagglutinines et neuraminidase. Donc H, c'est pour hémagglutinine et N, c'est pour neuraminidase. Ensuite, 1 ou 2 ou 3 ou je sais pas quoi, ça, c'est le numéro de la protéine. Donc, par exemple, H1N1, on sait que c'est la grippe espagnole, la première qui a infecté l'homme, parce que c'est la première molécule d'hémagglutinine qu'on connaît et la première molécule de neuraminidase qu'on connaît. Et donc, c'est H1N1. Et en fait, le numéro qui sera associé à côté de l'hémagglutinine ou de la neuraminidase, ça donnera la différente protéine. En fait, c'est des protéines qui sont différentes du coup. Et donc, si c'est des protéines différentes, c'est qu'il y a eu cassure antigénique, qui a eu donc une pandémie lors de cette cassure antigénique. Et ça concerne que les virus de type A, parce que c'est les seuls qui ont des pandémies. Ça a été clair? Cool. Super. Alors, ensuite, on passe donc à un nouveau. À propos des virus influenza, indiquez là où les propositions exactes. A. Les mutations ponctuelles sont responsables de l'introduction d'un nouveau variant dans la population. B. Ce nouveau variant échappe au système immunitaire de l'hôte et est responsable d'une pandémie grippale. C. Si les réassortiments génétiques impliquent les gènes de l'hémagglutinine et de la neuraminidase, ils sont à l'origine d'une cassure antigénique. Et D. Les réassortiments génétiques ne touchent que les virus de type A. Ouais, on vous laisse répondre un petit peu. ACD. ACD. Ah, vous êtes d'accord là? Ah. On a du AC, du ABC, du ACD. On va passer à la connexion. Ouais, comme ça on va faire un peu vite. Et ben c'était ACD. Parce que pour la B, en fait, le nouveau variant qui échappe au système immunitaire de l'hôte est responsable d'une épidémie grippale par diminution de l'immunité croisée. Oui. Donc, toujours à propos des virus influenza, indiquez là où les propositions exactes, ça vous êtes OK. Donc, A, les virus influenza de type A sont responsables de pandémies. B, les virus influenza de type B sont responsables de pandémies. C, les virus influenza de type A et B sont responsables des épidémies de grippe saisonnière. Et D, les virus influenza de type B et C sont responsables des épidémies de grippe saisonnière. Je vous laisse répondre dans le chat. Et il y a une question, donc on va répondre à la question avant.
ponctuelle aussi, les ponctuelles aussi, elle est responsable d'un nouveau variant, ce n'est pas que l'autre. Attends, alors je retourne peut-être sur l'autre. Attends, je retourne juste sur le pour revoir le. Attends. Tu peux développer un petit peu, s'il te plaît Là, ce nouveau variant. Alors peut-être. Vous nous entendez toujours pas là? Ah, on n'entend pas, Anthony. C'est que tu parles pas dans le. Ok. Donc du coup, ouais, peut-être que c'était pas clair, mais l'item B dépend de l'item A. Donc en gros, quand on dit ce nouveau variant, c'est le variant qui est issu des mutations ponctuelles. Et il faut bien faire la différence en fait entre nouveau variant et carrément nouveau sous-type de glycoprotéines. Parce que les mutations ponctuelles, elles sont vraiment responsables d'un nouveau variant. Ça veut dire variant, c'est quelque chose qui est un peu modifié. Par exemple, je sais pas, c'est... Ok, ah bon, bah. Voilà. Donc du coup, je remets le QCM, c'était celui-là. Du coup, il y avait des réponses. Si c'est un peu plus duré, des problèmes de son. Vous entendez là? Sérieux? Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si saccadé, ça coupe? C'est comme tout à l'heure. C'est bon là? Est-ce que vous m'entendez? Ah, cool, super. Ok, on va continuer en fait les questions là. Est-ce qu'ils ont quand même eu la réponse à la question? Ouais, est-ce que vous avez compris ce qu'on vous a expliqué? Tu peux me dire ça? Ouais, pour les cassures et pour les réarrangements. C'est bon? Ok, alors on va essayer d'être rapide parce qu'on. Ouais, bien sûr. Pour te mettre sur le live. Ok, je te laisse reprendre. Donc, du coup, le QCM d'avant, c'était lequel? Parce que là, du coup, tu as mis la correction. C'est celui-là? Juste, je mets sur la discussion. Oui, merci. Donc, item par item. Donc, le A, les mutations ponctuelles sont responsables de l'introduction d'un nouveau variant dans la population. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Oui, les mutations, c'est bien ce qui est responsable de l'introduction d'un nouveau variant, puisqu'on va légèrement modifier les glycoprotéines de surface sur les virus. Et c'est ce qui, en fait, voilà, les mutations ponctuelles, c'est du cours pur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand il y avait des mutations ponctuelles, on avait du coup une population qui était moins bien préparée, le système immunitaire était moins bien préparé pour répondre à une nouvelle pandémie, en tout cas à une nouvelle grippe. Mais ce n'est pas une cassure, on n'a pas un nouveau virus qui circule dans la population, c'est le même virus que l'année d'avant, mais il est juste un petit peu modifié. C'est pour ça qu'on n'a qu'une épidémie, parce que les anticorps qui ont été faits l'année d'avant, même s'ils ne sont pas 100% fonctionnels, ils sont quand même fonctionnels et on n'a pas une incidence qui est énorme, on a une incidence qui est moins importante que lors d'une pandémie. C'est pour ça qu'on a une épidémie grippale parce qu'on a une diminution de l'immunité croisée. L'immunité croisée, en fait, c'est l'immunité qu'on peut avoir, c'est l'immunité qu'on garde
après en fait, en gros, si on a la grippe cette année, et si la grippe, elle changeait pas du tout, on aurait une très bonne immunité entre les virus des années d'avant et ceux de l'année d'après, puisqu'on n'a pas modifié, donc c'est les mêmes anticorps qui vont pouvoir se battre directement. C'est ça l'immunité croisée, en fait. C'est ce qu'on va pouvoir, l'immunité qu'on va pouvoir avoir d'une année sur l'autre pour un même virus. Ensuite, si les réassortiments génétiques impliquent les gènes de l'hémagglutinine et de la neuraminidase, ils sont à l'origine d'une cassure antigénique. Oui, bah là c'est pareil, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le réassortiment génétique, c'est ce qui se passe au niveau du génome. On va créer carrément une nouvelle protéine, une nouvelle glycoprotéine d'enveloppe. Donc on a un tout nouveau virus. C'est ça la cassure antigénique. La cassure antigénique, c'est le reflet des réassortiments génétiques, mais au niveau du virus en lui-même. Et enfin, les réassortiments génétiques ne touchent que les virus de type A. Ça, c'est du cours pur, je ne sais pas trop quoi rajouter. J'ai pas le... Si tu peux, à moins de connecter, enfin, connecter sur cet ordinateur, je sais pas, parce que j'arrive pas à me connecter sur le Oui. Faut que tu utilises Ou alors... Attends, on t'a fait le QCM d'après. Ouais, on va vous présenter le QCM d'après. Cool. All right. Donc, du coup, alors ça, c'est le QCM que tu viens de corriger ou c'est... Non, c'est celui d'après. Voilà, donc ça, c'est donc... j'ai pas vu les questions, donc je vais sortir la question. Hop. De type vaccin responsable de pandémie. Donc oui, ça, c'est le cours. Hop, je sais pas si tu veux. Ah, non, tu peux... Ok. Je suis désolé, malheureusement, on n'a pas accès au chat. Donc, si vous avez des questions... C'est bon? Alright. Ok, c'est bon, on est de retour. Donc, il y avait la B, donc, qui était un piège. Ok, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Super. Et là, vous m'entendez ou pas? Ah, super. Ok. Donc, je sais pas quand est-ce que vous avez pu être entendu, mais comme on a commencé un peu tard, là, du coup, on vous a un peu gardé longtemps, on est désolé. Et j'espère que ça vous a plu quand même. Ah bah d'accord, le début. Bon, je reprends du coup. Je disais en fait que les QCM, là, on en a encore quelques-uns. Donc, on va pas tous les faire. On va les garder. Donc, on va vous les mettre en DM et puis on vous mettra aussi le diapo sur le forum. Et donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les envoyer. Bon, là, si vous avez encore une ou deux questions, on peut encore peut-être en prendre une, mais ensuite à nous les envoyer sur le forum et on répondra à toutes vos questions comme ça. Comme je disais, du coup, pour l'examen blanc, ce sera surtout le cours sur le VIH. Donc, il faut beaucoup bosser ce cours. J'espère que la vidéo vous plaît. Et ce sera aussi un petit peu le cours le cours qu'on vient de faire donc aujourd'hui, sur la grippe et sur l'introduction. Voilà. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous avez encore une dernière question ou quelque chose. Ouais. Oui, la fiche, elle est terminée. Il faut juste que je la relise et je vous la mets. Voilà. Et celle sur l'herpès virus arrivera bientôt aussi. Et après, une fois que je les aurai fait relire à la prof, parce qu'elle veut les relire, je vous mettrai tout, les fiches terminées le plus tôt possible. Voilà. Et du coup, le diapo, j'avais répondu, on va le mettre aussi sur le forum. En tout cas, vous êtes trop gentils. Merci beaucoup.
Ouais, c'est cool. Du coup, sinon, juste pour parler encore un petit peu de la matière en attendant, donc la virologie, enfin la virologie, toute la microbiologie, c'est une nouvelle matière. Donc, ce qui conseille les profs, c'est quand même d'essayer d'aller en cours un maximum. Attends, ça skip. D'aller en cours un maximum pour comprendre. Donc, quand les cours ils sortiront à la fac, ce sera en février. On vous a mis le planning en début de ce diapo. Et ben, ça vaut le coup quand même d'aller en cours. Nous, on ira aussi, on vous fichera les cours et puis il y aura sûrement des renistes aussi qui seront là pour organiser les cours. Mais ça vaut quand même le coup. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à nous poser aussi à nous les questions parce que de un, on peut vous répondre et aussi on peut ensuite envoyer les questions au professeur à ce qu'on ne sait pas répondre, quoi. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions, je pense on va s'arrêter là, du coup. Merci de nous avoir écoutés. Ça nous a fait trop plaisir de faire ce cours. C'est dommage que c'était en distanciel. En vrai, moi, j'aurais bien aimé que ce soit en présentiel, mais bon, c'est compliqué. Je comprends que vous avez tous plein de partiels différents et c'est pas facile. Là, bon courage pour ceux qui ont encore des partiels et qui en ont eu la semaine dernière. Là. Ouais, force à vous. Bon, bah, bonne soirée. Hein. Ciao, ciao. Salut.